Arc-en-Ciel, chaque dimanche. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Sadaq Salam. Marhaban. Marhaban, Monsieur Sadaq Salam, et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, et merci d'avoir accepté notre invitation, surtout un dimanche, et je sais très bien que votre agenda il est très chargé, mais ça nous touche d'avoir votre avis, autant que historien, autant que un homme qui connaît ce dossier de l'islam depuis un certain temps, le dossier de l'islam en France. On aimerait bien avoir votre avis sur ce dossier qui fait l'actualité. Toujours, il fait l'actualité et on essaye de faire un décryptage transversal. Selon vous, est-ce que le dossier de l'islam va bien ici en France, d'après vous? J'allais répondre en disant que c'est avec plaisir que je réponds à vos questions, mais ce serait mentir et que de se répéter tout le temps et de faire des tours à l'intérieur d'un cercle vicieux parce que ça commence à ressembler à un serpent de mer, cette histoire de l'islam en France. Exact. Il ne faut pas oublier que la première tentative postcoloniale d'organiser l'islam en France remonte à 1977. Ça fait plus de 40 ans. Ça a été ce qu'on a appelé la commission Dominati, présidée par Jacques Dominati, qui était secrétaire d'État aux rapatriés. Et en comparant avec ce qui s'est passé après, c'est la commission qui aura le plus et le mieux travaillé. Mais faire de bonnes propositions est une chose, convaincre les politiques en est une autre. Les politiques ont des raisons qui relèvent de la raison d'État et qui ne sont pas très conformes à l'esprit cartésien. Donc, s'il ne s'agissait que du culte, de la prière, du pèlerinage et du ramadan, c'est une affaire qui a été réglée en 3 semaines. On se rencontre un premier vendredi, on se revoit les 2 vendredis d'après et l'affaire est bouclée. Mais si ça traîne, c'est qu'il y a d'autres raisons. Les raisons, la première raison, c'est l'indifférence des pouvoirs publics après les traumatismes de la décolonisation, alors qu'il y avait des dizaines, voire des centaines de salles de prière ouvertes par les harkis, qui avaient des talebs. Toutes les harkas avaient des talebs qui dirigeaient la prière. Et ils étaient cooptés selon des critères liés à un habitus islamique. Il n'y avait pas de problème. Et dans les hameaux de forestage, dans les cités de transit, dans les camps comme celui de Rivesaltes, de Larzac, de Saint-Laurent-du-Var, etc. Et il y avait une vie musulmane, religieuse, il y avait des départs au pèlerinage, mais comme il n'y avait pas les islamopolitistes là qui exploitent la peur, comme il n'y avait pas les chroniqueurs religieux qui leur font de la pub, personne n'en a parlé. Et la commission Dominati, où il y avait un secrétaire d'État, 2 préfets, Ourabah et Moqdad, 2 islamologues, Ali Marad et Abdelmajid Torfi, qui étaient directeurs de recherche au CNRS, ont voulu commencer par le commencement, c'est d'enseigner l'islam à haut niveau. Et la proposition a consisté à réactiver l'Institut musulman de Paris et à organiser l'islam autour de la mosquée de Paris après avoir réformé les statuts de la Société des Habous qui posaient des problèmes. Or, ça c'était à la fin du mandat de Giscard d'Estaing qui avait promis des mesures concrètes, mais l'arrivée au pouvoir des socialistes a tout compromis parce que les socialistes ont décidé de faire du passé table rase et ont choisi une gestion purement sécuritaire du culte musulman. Et le sécuritaire a amené à faire appel à une gestion diplomatique par les États de l'immigration ou les États des pétrodollars. Et c'est ce qui a créé ce qu'on appelle maintenant, pour le condamner, l'islam consulaire. Et on ne répétera jamais assez que l'islam consulaire est une création des socialistes du début du septennat de M. François Mitterrand. M. François Mitterrand, qui avec Gaston Defferre, son ministre de l'Intérieur, étaient des rescapés de la 4e République. Et la 4e République avait un dogme consistant à refuser obstinément
l'indépendance du culte musulman, qui était à l'ordre du jour depuis la loi de 1905 applicable à l'islam, selon un décret de septembre 1907. Et toute l'administration coloniale, suivie par l'administration de Paris, s'était efforcée de saboter l'application de cette loi. Et nous héritons de cette politique coloniale, et force est de constater que malgré la bonne volonté des nouveaux organisateurs de l'islam, après la commission Dominati, il y a eu un amoncellement historique jusqu'à ce que Pierre Joxe décide de créer ce qu'on appelait le CORIF, le Conseil de réflexion de l'islam en France, qui a été très médiatisé, mais le CORIF a un bilan très très maigre et nul en ce qui concerne l'enseignement, puisque Pierre Joxe lui-même a saboté le projet de faculté théologie musulmane à Strasbourg, où le droit concordataire permet de financer les religions. Alors le projet avait été proposé par Mitterrand et Bianco, qui connaissent quand même le droit, et Joxe a fait croire aux chroniqueurs religieux il n'y a aucune clause juridique qui permettrait d'ouvrir cette faculté théologie. Mais on sait maintenant que Joxe s'était opposé par esprit de vengeance, parce qu'il s'est considéré comme humilié après la première affaire Haddam, en 89, quand le Cheikh Abbas est mort. Joxe voulait franciser la mosquée, ou du moins avoir une concertation avec les autorités algériennes pour nommer d'un commun accord le nouveau recteur. Or, Mitterrand a laissé venir Tidjani Haddam contre l'avis de Joxe. Et Joxe, qui est un homme d'État par ailleurs, anticolonialiste, très rigoureux, sur cette affaire, il a péché par excès de susceptibilité. Et jusqu'à maintenant, les chroniqueurs religieux croient que le droit des religions ne permet pas une faculté théologique. Or, ça aurait réglé le problème. Les jeunes musulmans venaient d'arriver, ils étaient très demandeurs d'enseignement de l'islam. S'il y avait eu cette faculté théologie, je pense que les jeunes n'auraient jamais été ni au Yémen ni en Syrie, d'où ils sont embarqués pour des aventures dont on a vu le danger à partir du 7 janvier 2015. Et cette date est une date charnière, on ne peut plus parler de l'islam après le 7 janvier 2015, comme on en parlait avant avec les euphémismes et les hésitations. Il y a eu un examen de conscience et il faut situer les responsabilités des uns et des autres. Les médias nous ont abreuvés de discours incriminant les imams, les aumôniers de prison et Internet, c'est vrai, mais l'émission islamique aurait eu beaucoup plus d'influence sur les jeunes qui n'ont jamais mis les pieds dans les mosquées, qui sont passés de la délinquance au terrorisme, sans jamais avoir été dans les mosquées. Ghaleb Benchir et Hafidi, s'ils parlaient vraiment de religion, auraient eu beaucoup plus d'influence que les mosquées et les imams. Or, personne ne pose le problème de la déviation de cette émission qui a été créée par Jacques Berthe en 1983, où il a mis des gens qui avaient une certaine légitimité, mais à partir de la création du CORIF, quand le ministère et le cabinet le conseiller membre du cabinet chargé du culte a essayé de s'en occuper, il a fait un copinage anti-républicain. Il a mis un de ses amis qui travaillait pour le Polisario avec lui et qui n'avait aucune sensibilité religieuse. Et quand ce type-là, mauritanien, a été appelé pour aller conseiller un putschiste mauritanien, il a négocié avec le DRS algérien. Et les actuels responsables de l'émission ne cachent pas leur lien avec le DRS algérien. Mais ils n'ont que la formule islam de France à la bouche, comme Sarkozy, comme tous les autres spécialistes d'éléments de langage. Donc il faut situer les responsabilités. Nous sommes dans un État jacobin, très centralisé, où rien ne se fait sans l'État. À mon avis, le déficit éducatif et les échecs de l'organisation de l'islam sont imputables d'abord à l'État. Et sans vraiment ouvrir de polémique avec personne, les musulmans ont été privés des possibilités d'encadrer leurs jeunes pour leur éviter d'aller en Orient faire des études qu'on leur propose toujours pas. Et ils ont besoin de lieux de réflexion, d'études,
et d'ijtihad, comme on dit en arabe, pour l'intelligence de la foi. Or, à cause de la religion assimilationniste, en haut lieu, on a considéré pendant trop longtemps que les musulmans allaient s'assimiler, que l'islam allait s'effilocher, et c'est la raison pour laquelle Jox s'était opposé à toute forme d'institutionnalisation de l'islam. Il est entré en conflit dès les premières semaines avec les membres du CORIF qu'il a pressentis. Quand ils lui ont proposé des statuts du CORIF, il les a refusés. Il a dit, vous restez mes conseillers informels, c'est-à-dire conseillers bénévoles de son conseiller technique, membre du cabinet. Et l'article 3 ou 4 des statuts prévoyait un établissement d'enseignement de l'islam. Il était contre. On s'est contenté de gérer l'islam dans le cadre de la loi de 1901 réformée de faire la même année quand il est arrivé au pouvoir, ministère de l'Intérieur, et les 2000 associations qui parlent de l'islam ou des sujets assimilés étaient contrôlables par la police. Donc c'était toujours la gestion sécuritaire. Et puis on a créé SOS Racisme, qui a voulu distraire les jeunes qui ont manifesté à partir en 1983. Ils ont révélé l'ampleur des problèmes d'intégration. On a chargé SOS Racisme de saboter tout ce mouvement qui a fait peur au lieu à Mitterrand en personne, et qui était choqué de voir les kéfiers palestiniens arborés par tous les jeunes, ces jeunes leaders qui avaient vraiment une âme de leader. Ils n'étaient pas pratiquants, mais quand ils ont senti la manipulation, ils sont tous revenus à la mosquée. Et ensuite, il y a eu d'autres occasions manquées. C'est le projet de Centre national d'études sur l'islam présenté par Harkoun, accepté par la 5e section sciences religieuses de l'école pratique des hautes études, et il ne restait plus que l'aval du ministre. En 92, il s'appelait Lionel Jospin, et son chef de cabinet s'appelait Claude Allègre. Les deux ont fait preuve de mépris, ont refusé de recevoir Harkoun, sans doute parce qu'il rapportait pas beaucoup de voix aux élections, parce que ces politiques se sont réveillés et ont découvert les problèmes de l'islam en pensant aux estimations du vote musulman. Bon, l'autre occasion manquée, c'est quand Chevènement est revenu au pouvoir en 97, ministre d'État chargé de l'Intérieur. Il a proposé d'abord, avant de l'Istichara, ça a été un pis-aller quand les jospinistes ont mis en échec tous les projets de Chevènement. Il a proposé un projet d'école des hautes études de l'islam qui aurait été autonome, mais là on a eu un deuxième copinage, mais au ministère de l'Éducation et béni par Jospin, on a préféré le détourner au profit d'une microstructure qui a un bilan très très maigre à l'EHESS, et uniquement parce que il y avait une candidate à la présidence de l'EHESS qui était démoralisée d'avoir raté la présidence. Elle était assez ambitieuse. Donc ce détournement lui a permis d'être directrice de quelque chose en mettant sur sa carte de visite. Ça impressionne les Japonais, les Américains, qui ne sont au courant de rien de ce qui se passe dans la cuisine des socialistes. Donc voilà, il y a toutes sortes d'occasions manquées. Et ce qu'on peut reprocher au CFCM, le CFCM est un semi-échec. Il a quelques succès comme les aumôneries militaires, les aumôneries pénitentiaires et hospitalières, mais là aussi il y a des problèmes, il n'y a pas d'arbitrage, parce que le CFCM n'est pas une autorité religieuse. Et on peut analyser les raisons de cet échec s'il nous reste un peu de temps. Bien entendu, parce que là, je vous ai écouté, Monsieur Sadak, parce que vous êtes en train de tracer ce qu'on appelle une politique musulmane de la France depuis le commencement. Donc c'est très important. C'est le sous-titre d'un de mes livres. Exactement. Ouais, ça c'est très important. C'est pourquoi j'ai insisté sur ce thème. Hein. Donc c'est un thème qui trace la vérité selon vous, qui depuis le commencement de ce dossier de l'islam, hein, depuis la période coloniale jusqu'à maintenant, et toutes les occasions manquées que vous avez citées. Et nous sommes maintenant avec la période d'un nouveau président jeune, d'un nouveau parti politique qui n'a rien à voir avec les autres. Comment vous voyez-vous cette
évolution politique, est-ce que c'est une chance pour sortir l'islam de cette de ce démarchage, j'ose dire, parce que là on est dans un cadre de démarchage quelque part, ou bien ça va continuer de la même manière qu'auparavant? Eh bien, pendant la campagne électorale de l'an dernier, les musulmans ont apprécié la hauteur de vue de Emmanuel Macron et de NKM. Nathalie Kosciusko-Morizet, ce sont les deux seuls candidats qui ont refusé publiquement de diaboliser l'islam à des fins électoralistes. Et c'est à leur honneur. Et Emmanuel Macron appartient à une plus jeune génération, même s'il a quelques socialistes avec lui qui ont été à la soupe. Il ramène dans son parti cette culture qui était à l'origine des blocages. Mais je ne crois pas qu'ils soient les maîtres des horloges, comme il dit. Et il a promis un grand discours sur cette affaire en janvier. S'il l'a reporté, c'est la preuve qu'il a découvert la complexité du problème et les insuffisances des notes innombrables qui ont été remises par les petits génies qui se découvrent une légitimité islamique ou des compétences islamologiques sur le tard. Et le fait qu'il retarde son discours est en soi le signe d'une volonté d'approfondir pour éviter d'ajouter une autre occasion manquée à celle que nous avons citée. Car aujourd'hui, il s'agit de faire le bilan, de situer les responsabilités. On a l'État qui a choisi des islamo-affairistes qui n'ont pas de légitimité religieuse. L'État laïque n'a pas les mêmes critères pour définir la légitimité religieuse que l'éthique musulmane. Ça, on s'en est aperçu. On choisit quelqu'un qui a été plus entreprenant que les autres pour avoir des pétrodollars et ouvrir une mosquée plus étendue que celle des voisins, mais ça ne fait pas de lui un grand théologien. Ensuite, on peut dénoncer le fondamentalisme, l'intégrisme, le wahhabisme, le salafisme à longueur de journée, mais on peut être à la fois incompétent, illettré, folklorique, voire corrompu. Or, l'État laïque, quand il y a quelqu'un qui est corrompu, ça ne pose pas de problème. Mais l'opinion musulmane tient compte des critères moraux. La légitimité religieuse en islam repose sur deux points, l'ilm ou taqwa. C'est ça. La connaissance religieuse et la piété qui permet d'inspirer confiance. Les travailleurs immigrés des années 20 qui appartenaient à des groupes de prière de tariqa régler le problème de la légitimité très facilement. On choisit, on coopte celui qui est meilleur en ilm et en taqwa. En mettant, c'est la course pour les postes, pour les financements occultes, au nom d'instituts Pompe Afrique. Je vous cite deux cas. Oui. Il y avait un institut à Saint-Ouen qui s'appelait Institut de la pensée internationale de la pensée islamique. Il y a trois I. Et une fois, avec l'aide de quelqu'un qui était assez influent au CFCM, ils ont convaincu un conseiller au ministère de l'Intérieur de venir assister à une réunion sur la formation d'imams, mais dans les locaux de cet institut en banlieue. Et ils ont amené le chroniqueur religieux du Monde, qui était très influençable. Il a consacré plus d'une demi-page à cette réunion, en faisant croire que le ministère de l'Intérieur venait de charger le directeur de cet institut de former les imams. Avec cet article, cet islamo-affairiste a eu des sommes colossales débloquées par le centre de Washington dont il dépendait. D'accord. Donc voilà une imprudence du ministère de l'Intérieur qui conduit à cette forme de charlatanisme, et les autres charlatanismes ont conduit à la fermeture définitive de cet institut. Mais pardon, M. Sadar, parce que ça m'interpelle cette notion de la formation des imams. Oui. Comme vous le savez, hein, donc il y a des propositions marocaines, il y a des propositions algériennes, des pays d'origine de franco-maghrébins ou bien tout simplement des maghrébins qui sont sur le sol français, et
Et ces institutions, ces États plutôt, interviennent d'une manière assez importante, colossale, comme vous l'avez cité, en termes de financement. Trouvez-vous ça normal ou ça peut aboutir, le cas du Maroc ou bien le cas de l'Algérie, qui sont les plus frappants? Bon, d'abord, ces États gèrent de très loin ces budgets pour le détachement des imams, ce qui ouvre la voie à toutes sortes d'irrégularités. Vous avez des rumeurs persistantes. Il n'y a pas de fumée sans feu, selon lesquelles les détacheurs des imams taxent les imams. Ils leur versent des dessous de table ou une partie de leur salaire une fois ici. C'est devenu un secret de polichinelle. Donc ce sont les bénéficiaires de cette corruption qui freinent des cas de fer et empêchent la formation locale des imams qui est possible. On a une élite de jeunes qui ont appris le Coran ici, ce qui est très méritoire, alors que le contexte ne s'y prête pas. On peut recruter localement 2400 imams en France, on peut les former très très rapidement. Mais ce sont les gens qui sont attachés aux à-côtés financiers de la vie religieuse qui freinent des cas de fer. Je vous cite un seul exemple. Oui. On avait une très puissante amicale des Algériens en France. Mm-hmm. Et qui étaient hostiles aux mosquées. Certains d'entre eux qui travaillaient avec le Parti communiste français, quand ce parti était très puissant. Mais au début du pluralisme en Algérie, on a supprimé le budget, puisqu'il dépendait du FLN, et on n'allait pas donner des budgets à 59 partis. Et donc, ces types-là sont venus encombrer l'espace des mosquées, parce qu'ils ne s'intéressaient qu'aux à-côtés financiers. La taxe halal, le pèlerinage, et maintenant aussi le bakshish qu'on réclamerait, selon ces rumeurs, aux imams candidats au détachement. Et je pense que les autorités françaises n'ignorent pas ce côté des choses. Donc, intellectuellement, sur le papier, c'est très facile de former des imams. Or, nous avons des instituts qui fonctionnent depuis très longtemps. Moi, je ne connais aucun ancien élève de ces instituts qui a été recruté comme imam. On continue de faire venir des imams qui sont appelés à rentrer dans leur pays au bout de 4 ans et qui connaissent pas le français. Alors, je pense que les ministères qui s'occupent de cette affaire et la présidence et Matignon ont à l'esprit toutes ces difficultés. Il n'est pas très difficile de les régler par une concertation avec les États d'origine. Il n'est pas question de rompre avec les États d'origine. Au Maroc et en Algérie, il y a des gens qui veulent la paix, qui veulent envoyer des imams qui instruisent la communauté, mais ce sont ces parasites qui empêchent l'efficacité de cette coopération. Cazeneuve, je pense qu'il laissera le souvenir du meilleur ministre qui s'est occupé de ces affaires-là, sans doute parce qu'il n'était pas présidentiable, contrairement à Sarkozy. Sarkozy a utilisé l'organisation de l'islam, la création du CEFSEM, que l'on doit surtout à Chevènement, pour la pêche aux voix. Parce qu'il était, depuis 2002, il était candidat pour la présidentielle. Cazeneuve, qui n'avait pas de ce genre d'ambition, c'est celui qui a fait le plus et le mieux, mais ça reste insuffisant parce que dans la pratique, vous avez des pesanteurs même au sein de l'administration française, et Cazeneuve a signé des accords avec les 3 pays, la Turquie, l'Algérie et le Maroc. Il n'a aucune envie de rompre avec eux, contrairement à ce que propose Hakim El-Karoui. Il propose des décisions qui créeraient des crises internationales en peu de temps. Il n'est pas question de rompre. La France a un retard à rattraper en matière de formation religieuse. Elle a besoin d'une coopération dans le sens sud-nord, comme ces pays ont eu besoin de coopérants venus du nord. La coopération technique. La France a refusé d'avoir des instituts comme le proposait Massignon, Jacques Berck et tous les universitaires consultés ont mis en garde contre l'organisation de l'islam par le haut qui ferait l'économie d'une réflexion et d'un ijtihad et d'une relance des études islamiques. Et là, on paye le prix. On découvre qu'on a fait fausse route et le fait de saboter les instituts. Il y a eu au moins une demi-douzaine d'occasions manquées de sabotage. Il n'y a pas d'autre mot dans le cas de
J'ai parlé d'Allègre et de Jospin, qui ont sévi une première fois en 92, et ils ont sévi une deuxième fois en 99, en procédant au détournement de l'école des hautes études sur l'islam. Et Chevènement a voulu, sous le conseil de Motian, regretter Motian qui vient de disparaître, à qui il faut rendre hommage parce que c'est un véritable républicain, et il voulait vraiment régler l'affaire en commençant par ouvrir une école des hautes études islamiques avec les moyens de lancer des recherches, de former une élite de musulmans, et avec cette élite, avoir une représentation. Et quand les jospinistes ont mis en échec ce projet, Chevènement a failli ne plus s'occuper de l'islam tellement il était en colère. Alors on lui a conseillé l'Istishara, puis la Comore, puis les Corées, j'ai oublié tous les sigles. Et ça a donné le CFCM. CFCM, il y a de braves types là-dedans, mais c'est des gens qui ne sont pas habitués à travailler ensemble. Parfois, ils n'ont aucune envie de travailler ensemble parce qu'ils ont prospéré dans la compétition et la rivalité pour la recherche des financements de l'extérieur, à quoi ils voulaient ajouter la baraka administrative, c'est-à-dire le soutien politique des autorités françaises. Une fois qu'ils ont eu ces soutiens, ils se disent mission accomplie, ils n'ont plus d'autres ambitions. Alors qu'il s'agit de prendre à bras-le-corps les problèmes de 6 millions. Les musulmans en France, c'est plus nombreux que toute la population des Émirats, des pays du Golfe. Les autres ont des dollars. Ici, on a des ressources humaines considérables, mais qui restent sous-exploitées. Et je pense que Macron est très sensible à ces questions. Et il vaut mieux qu'il retarde les décisions et la déclaration pour mûrir, pour comprendre toutes les données du problème, pour ne pas se tromper et apporter une solution définitive à ce problème qui n'a que trop duré. Justement, M. Sadar, parce que là, en parlant de déclaration, comme vous l'avez entendu parler certainement, il y a un article qui vient de sortir sur le Parisien, presque 250 intellectuels, hommes politiques, intellectuels, de tout bord, philosophes, tout ce qu'on veut, ils ont pris la décision de sortir avec un manifeste. Et ce manifeste est fondé sur l'antisémitisme n'est pas l'affaire que des juifs, et que il est temps parce qu'il y avait beaucoup de morts, qu'on regrettons bien entendu, de juifs qui sont morts, parmi d'autres, qui sont nombreux aussi, qui sont morts ces dernières années, il y a une déclaration qui est assez importante, qui est assez frappante. Je vais vous la lire, monsieur, si vous le permettez. Ils ont dit « Nous attendons de l'islam de France qu'il ouvre la voie. » Or, à la marche blanche pour Mireille Knoll, il y avait des imams conscients que l'antisémitisme musulman est la plus grande menace qui pèse sur l'islam du XXIe siècle et sur le monde de paix et de liberté, dans lequel ils ont choisi de vivre. Ils sont pour la plupart sous protection policière, ce qui en dit long sur la terreur que font régner les islamistes sur les musulmans de France. En conséquence, nous demandons que les versets du Coran appelant au meurtre et au châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants soient frappés d'obsolescence par les autorités théologiques, comme le furent les incohérences de la Bible et l'antisémitisme catholique a aboli par le qu'aucun croyant ne puisse s'appuyer sur un texte sacré pour commettre un crime. Qu'est-ce que ça vous dit, cette déclaration, surtout ce manifeste et cet instant T? L'antisémitisme est condamnable par tout être humain qui réfléchit, qui est attaché au respect de la personne humaine, mais l'antisémitisme n'est pas une spécialité musulmane, parce que l'islam pendant des siècles a eu des frictions avec les juifs, mais l'idée de solution finale est une idée typiquement européenne. Et certains même disent qu'elle est chrétienne, malgré les démentis de Monseigneur Lustiger. Dire que il y a un antisémitisme typiquement musulman, même si on utilise le mot islamiste, je ne crois pas que ce soit exact. Maintenant, prétendre régler ce problème uniquement en supprimant ou en abrogeant des versets du Coran, les signataires, à mon avis, devraient approfondir leur connaissance de ce qu'est le Coran.
Le Coran, il faut le lire à partir des Asbab al-Nuzul. Et à ma connaissance, il n'y a aucun verset qui appelle à tuer les chrétiens. Ça, j'en suis sûr. Les mouchilkines, oui. C'est les païens qui, après l'abrogation des alliances au moment de la guerre généralisée, au moment de la reconquête de la Mecque, oui, c'est parce que les païens voulaient détruire la ville et après avoir essayé de tuer le prophète, ils l'ont chassé de chez lui. Bon, le prophète arrivé à Médine, il a inclus la nombreuse communauté juive de Médine, Yathrib, dans la cité-État. Il y avait une citoyenneté, une égalité, mais dans le respect des confessions. Or, une partie des chefs tribaux juifs se sont alliés aux païens mécois, qui étaient les cousins du prophète. Donc, le prophète n'a pas été envoyé pour combattre spécialement les juifs. Il combattait déjà ses cousins, des Bani Hashim et des Bani Umayya, des Marsoumites mécois. Et donc, il a combattu les chefs tribaux qui n'ont pas tenu leurs promesses. Et on ne peut pas appeler ça antisémitisme. Le Coran n'est pas antisémite, puisqu'il y a un autre verset qui dit « Inna min qawmi Musa ummatun yu'minuna bil kitabi wa bihi ya'dilun ». C'est un verset élogieux pour une partie du peuple juif. Et venir nous dire que c'est le Coran qui est à l'origine de l'antisémitisme, c'est brillant, intellectuels, ils sont très brillants par ailleurs, ils parlent très bien à la télévision, mais à mon avis, ils devraient revoir leur copie concernant les accusations d'antisémitisme du Coran. Maintenant, la communauté musulmane étant privée de moyens d'encadrer leurs jeunes, et il y a des parties des jeunes qui se laissent entraîner par des sergents recruteurs ou des gens au nom d'une idéologie de combat tout à fait anticoranique. Ça, c'est vrai, mais ça se règle en octroyant à la communauté musulmane les moyens d'encadrer ces jeunes pour leur éviter ce genre de dérive. Et moi, je trouve ce texte particulièrement excessif et il n'honore pas les brillants intellectuels qui l'ont signé à des fins polémiques ou peut-être les gens qui ont multiplié les conseils à Emmanuel Macron et ils ont vu qu'il n'écoutait pas religieusement ce qui lui est proposé, il cherche à s'instruire, il a raison. À mon avis, et ce n'est que mon avis, c'est une simple hypothèse, ce sont des gens qui n'ont pas réussi à le convaincre, qui veulent aller signer dans les journaux comme le groupe des 41 a signé dans le journal du dimanche. Des textes tout à fait contestables, comme l'obligation de verser les deniers du culte et les dons de la zakat al-fitr à un compte dans une banque qui ne fait pas partie des fuqara et des masakin auxquels est destinée la zakat. Donc c'est des gens qui sont un peu pressés d'être les conseillers sur l'islam, mais pour être écoutés, il vaut mieux approfondir sa connaissance du dossier qui est épineux, qui est complexe, où il y a des tournants dangereux à chaque virage, mais incriminer le Coran, c'est de la part de gens qui dans ce cas-là, il faut interdire la lecture du livre de Josué dans la Bible, hein, qui n'est pas un livre d'humanisme et de tendresse. Or, les textes révélés reflètent l'état d'esprit de l'époque. Nous avons toutes les religions qui font leur aggiornamento, qui interprètent ces textes, alors que nous accusons, nous, des littéralistes, des gens qui ont une lecture sommaire du Coran, une casuistique. Ça existe du côté musulman, et ce n'est pas avec des littéralistes non musulmans qu'on va régler le problème. Ça ne fait que charger la barque. Ils devraient donner l'exemple eux-mêmes pour nous aider à combattre le courant littéraliste musulman qui est à l'origine de toutes les dérives.
Une toute dernière question, M. Sadek, et je tiens à vous remercier de cet éclairage de taille. Hein. Donc, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Sincèrement, je suis très touché par rapport à cet éclairage et cette historique qui c'est pas la première fois que ça se dit chez nous, hein, dans cette émission. Pourtant, depuis avril 2017, nous sommes presque chaque dimanche sur le sujet avec un grand nombre d'intervenants. Si demain on demande à M. Sadek Sallam, qu'est-ce qu'il peut proposer comme idée, comme possibilité de sortir l'islam de cette crise, qui peuvent être, selon vous, une piste ou un début de solution? Eh bien, moi je dirais qu'on a expérimenté toutes sortes de ruses, et la sagesse musulmane recommande de renoncer à toutes les ruses. La meilleure des ruses consiste à renoncer à toutes les ruses. Et le grand poète mystique Rumi recommande à ses disciples ceci: allez au marché pour vendre votre habileté. L'habileté, c'est le hayel. Et en échange, vous aurez un début d'émerveillement. Alors, nous avons besoin d'émerveillement pour sortir de ce désenchantement dû aux échecs répétés et à la multiplication des occasions manquées. Et donc, il faut pratiquer innam al-haylatu fi tarki al-hayel. Et ça consiste à appliquer sans arrière-pensée la loi, toute la loi, rien que la loi des religions à l'islam, c'est-à-dire la loi de 1905, et ne pas avoir peur de l'indépendance du culte musulman comme c'était le cas sous la période coloniale, et avoir recours aux moyens de l'intelligence dans le sens français du mot, non pas dans le sens anglais, parce que le sens anglais, on l'a expérimenté pendant 40 ans. Intelligence, en anglais, ça veut dire le renseignement. C'est ça. Nous avons besoin d'enseignement beaucoup plus que de renseignement. Écoutez, message très clair. Espérons qu'il y aura de l'écoute par rapport à ce message fort. Merci infiniment, Monsieur Sadek Sallam. J'invite notre auditoire à lire avec intérêt l'ouvrage La France et ses musulmans, un siècle de politique musulmane. Écoutez, merci infiniment, M. Sadek, par rapport à cet éclairage. Et je vous dis à très bientôt. Espérons que le musulman vivra en paix comme les autres religions. C'est moi qui vous remercie. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.